Bonjour, cette vidéo traitera de l'esprit critique et Internet. Tout d'abord, nous verrons ce que l'on appelle un marché cognitif. Puis, nous verrons pourquoi les croyances sont plus nombreuses que les connaissances méthodiques sur Internet. Dans un troisième temps, nous verrons que Internet renforce les défaillances de notre raisonnement. Face à ces différents constats, nous verrons quelques pistes possibles d'un point de vue pédagogique. Tout d'abord, qu'est-ce que le marché cognitif ? Pour Gérald de Bronner, il existe un marché cognitif, c'est-à-dire un espace fictif dans lequel se diffusent les produits qui informent notre vision du monde. Les produits qui s'y trouvent impliquent, je cite, une organisation d'information d'un discours explicite ou implicite sur le vrai et ou sur le bien. Il peut donc s'agir de connaissances produites avec une méthode, un protocole scientifique. À ces connaissances s'opposent les croyances, que ce soit des mythes, des complots, etc. Les complots font partie des croyances. Souvent, ils se construisent sur des faits dont on soulève des anomalies, des questions qui créent un malaise, un sentiment qu'on ne nous dit pas tout ou qu'on nous trompe. Pour combler ce doute inconfortable, un récit est produit. Il repose sur un effet de dévoilement en mettant en cohérence des éléments jusqu'à présent très disparates, non connectés. Ce récit procure un sentiment de certitude complet. Il est souvent un produit fortéen, c'est-à-dire qu'il est construit comme un millefeuille argumentatif. En ce sens, chaque étage peut prendre l'apparence d'un élément scientifique. Même si chacun des étages est fragile, le bâtiment est si haut qu'il en reste une impression de vérité, que les expressions comme « tout ne peut pas être faux »,« il y a forcément un peu de vrai là derrière »,« pas de fumée sans feu » traduisent régulièrement dans le langage courant. Alors, pourquoi les croyances sont-elles plus nombreuses que les connaissances méthodiques sur Internet ? Plusieurs éléments expliquent les contenus que l'on trouve sur Internet. En premier lieu, il existe une loi de puissance, souvent présentée sous le rapport 90-9-1. 90% des utilisateurs ne sont pas contributeurs. 9% sont des contributeurs occasionnels et seulement 1% sont des contributeurs très actifs. Or, et c'est le deuxième point, les croyants sont plus motivés que les non-croyants pour publier, parce que la croyance fait partie de leur identité. Au contraire, les auteurs de connaissances scientifiques ont peu de motivation à publier pour un large public. Ensuite, on se trouve face à ce que l'on appelle le paradoxe de la transparence. La mise à disposition des informations permet de mettre au jour des scandales. Cela peut donner l'impression que ceux-ci sont plus nombreux. Or, en réalité, c'est ce que l'on appelle le biais de la proportionnalité qui s'exerce. L'augmentation n'est pas liée à une hausse des pratiques délictueuses, mais à une amélioration des outils permettant de l'observer. De plus, Gérald Bronner émet l'hypothèse que la fiabilité de l'information augmente lorsqu'il y a concurrence des médias. Mais lorsque cette concurrence devient très importante, eh bien cela finit par nuire à cette fiabilité. En effet, l'information est publiée plus rapidement pour devancer les concurrents, mais au détriment des vérifications qui en font la qualité. Enfin, Internet permet le maintien sur de longues périodes des informations, des rumeurs ou des complots, alors qu'auparavant la transmission orale ou dans des sphères réduites leur donnait moins d'importance. L'accès à ces informations augmente la mémorisation et des processus cumulatifs peuvent alors se mettre en place. De ce fait, les produits de type croyance peuvent être statistiquement plus importants que les produits rationnels sur Internet. Par ailleurs, Gérald de Bronner émet l'hypothèse que Internet renforce les défaillances de notre raisonnement. Notre raisonnement est soumis à des biais qui vont avoir des conséquences lors de notre recherche et notre consultation d'informations sur Internet. Pour commencer, notre cerveau est feignant. Gérald de Bronner explique qu'en situation de concurrence, on opte pour la proposition qui produit le plus d'effets cognitifs possible pour le moindre effort mental. Ainsi, nous sommes soumis à un biais de confirmation. Souvent, notre raisonnement se concentre sur ce qui confirme la règle plutôt que de rechercher des éléments qui l'infirment.
De même, les connaissances méthodiques sont moins attractives car elles sont plus complexes que les autres. Accessibles, elles réclament néanmoins un effort mental et une motivation que nous ne mobilisons pas toujours. Par ailleurs, ces connaissances provoquent une forme de désenchantement qui ne nous attire pas non plus. Enfin, dans une décision collective, des effets de cascade s'observent. Ils sont de plusieurs sortes. Ainsi, on peut distinguer la cascade d'information, c'est-à-dire que l'on suit celui qui semble savoir, ou bien la cascade de réputation, quand on adopte le point de vue du plus grand nombre. Cela peut produire un biais d'ancrage, c'est-à-dire que l'on se range à la décision de quelques personnes, notamment les premières à se prononcer. Que donnent nos biais de raisonnement quand nous sommes sur Internet ? Le biais de confirmation va nous influencer lors de la recherche que nous allons faire. Nous allons formuler des recherches dans le but de confirmer notre idée première. De même, même si cela reste pour l'instant léger, les résultats de la recherche peuvent être influencés par un autre historique de recherche, ce que Elie Pariser appelle des bulles de filtre. Nos idées peuvent ainsi être confortées, même indirectement. Les algorithmes de recherche de Google effectuent ces filtres. Or, en décembre 2014, près de 94% des recherches faites avec un moteur de recherche en France se faisaient avec Google. Nous l'avons dit, les connaissances méthodiques sont moins nombreuses que les croyances et nous les trouvons moins attractives. Donc, dans le cas d'une recherche d'information, nous avons non seulement moins de chances de les trouver, mais en plus nous serons moins tentés de les consulter que les autres résultats. Enfin, les effets de cascade et le biais d'ancrage vont être renforcés par l'ordre des résultats induits par les moteurs de recherche. En effet, 65% des internautes ne consultent que la première page de résultats. 25% vont jusqu'à la seconde et seulement 5 à 10% se rendent jusqu'à la troisième. De même, dans le cas des réseaux sociaux, nous allons recevoir des informations auxquelles nous allons peut-être souscrire du fait des personnes qui nous les envoient. Personnes que l'on estime mieux renseignées, c'est ce qu'on appelle la cascade d'information, ou que l'on considère comme les plus nombreuses, cette fameuse cascade de réputation, ou enfin qui se sont exprimées les premières, et qui constituent donc ce biais d'ancrage. Alors face à ces différents constats, que faire ? Gérald Bronner met en garde. L'orientation vers les croyances n'est pas seulement histoire d'instruction. Il est nécessaire de former à l'esprit critique, avec méthode, car la posture critique systématique peut conduire à la crédulité. Il indique donc, et c'est ce que vous voyez à l'écran, que le véritable esprit critique ne peut se faire qu'à force d'exercices persévérants, qu'en y insistant tout au long du temps éducatif et dans toutes les matières. Il invite à enseigner, à se méfier de ses propres intuitions, à identifier les situations où il est nécessaire de suspendre son jugement, à investir de l'énergie et du temps. En un mot, pour finir de le citer, il s'agit d'enseigner à dompter l'avare cognitif qui est en nous tous. Alexandre Serre propose d'autres pistes en direction du monde éducatif. Il part de la citation d'Umberto Eco « À l'avenir, l'éducation aura pour but d'apprendre l'art du filtrage ». Or, pour lui, pour cet art du filtrage, il faut éviter 6 écueils. Le premier, c'est l'illusion techniciste. L'automatisation du jugement de fiabilité n'est pas possible. On ne peut pas le confier à des machines. Le second est l'illusion épistémologique. L'information reste le résultat d'une interaction entre une ressource et un regard humain. Il faut également se garder de l'illusion sociale. On ne peut pas attendre une validité de l'information par les réseaux sociaux. Cela est et doit rester une démarche individuelle. Quatrièmement, si les adolescents ont une culture numérique, ils ont rarement des compétences informationnelles et plus rarement des compétences critiques. Cinquième illusion, l'illusion méthodologique. L'évaluation de l'information ne peut pas être réduite à suivre une grille méthodologique, des questions récurrentes. Cette démarche reste insuffisante. Enfin, dernier écueil, l'illusion pédagogique consiste à suivre les référentiels de compétences sans s'interroger sur les prérequis des compétences à atteindre, que ce soit les contenus, les cultures mobilisées, les notions de crédibilité, d'autorité, qualité, pertinence, etc. Après l'énoncé de ces 6 écueils, il propose 5 pistes. Tout d'abord, la translittératie.
D'après lui, il est nécessaire de mobiliser les cultures infodocumentaires, c'est-à-dire les caractéristiques principales de l'information, médiatiques, c'est-à-dire les mécanismes de production de l'information médiatique et scientifique, et numériques, c'est-à-dire le fonctionnement d'Internet. Les trois doivent se lire de manière conjointe. Ensuite, c'est donner une visibilité de la complexité aux élèves, les amener à se questionner, en particulier sur leurs pratiques. Il est donc important de déconstruire avec eux les notions de crédibilité, autorité, qualité, pour qu'ils puissent les réinvestir dans d'autres contextes. Alexandre Serre propose également de varier les situations d'apprentissage pour aborder ces questions. Il insiste aussi sur l'importance de mettre en place une progressivité de cet apprentissage à l'art du filtrage, de l'école primaire au lycée. Il termine enfin avec la transversalité. Toutes les disciplines ont un rôle à jouer dans cet art du filtrage. Il s'agit par exemple de montrer le raisonnement de la construction de l'histoire ou des sciences, et ainsi construire la transversalité de cet esprit critique. Pour aller plus loin sur cette thématique, et pour citer les sources que nous avons utilisées, nous nous sommes appuyés sur l'ouvrage de Gérald Bronner, La démocratie des crédules, et également sur l'article d'Alexandre Serre, issu d'un colloque qui s'est tenu à l'École normale supérieure de Lyon en 2013. On pourra également se référer au tout récent dossier de veille de l'IFE, réalisé par Marie Gossel sur développer l'esprit critique par l'argumentation de l'élève au citoyen. Internet, il n'y est pas évoqué de manière directe, mais tout ce qui permet de développer l'esprit critique permettra de le renforcer aussi en direction d'Internet. Pour éprouver notre raisonnement, quelques énigmes sont également proposées sur le site d'un laboratoire du CNRS sur lequel je vous invite à vous rendre.